C'est à la fois un plaisir et même un honneur d'avoir Alain Lamassoure comme invité d'honneur de ma newsletter du mois d'avril, qui est le compte-rendu en fait des travaux de la plénière d'avril 2019 à Strasbourg bien évidemment, mais qui est pour nous deux, tous les deux, chacun dans notre genre, notre dernière plénière dans ces locaux de Strasbourg. Ça ne sera pas nos nos derniers témoignages de nos valeurs européennes et de nos combats, bien entendu, puisqu'une nouvelle page s'ouvre pour toi comme pour moi. Mais vraiment mille merci d'avoir accepté d'être aujourd'hui invité d'honneur. Est-ce que à nos amis qui suivent, qui lisent la newsletter et qui souvent d'ailleurs la partagent, tu pourrais peut-être en quelques mots nous dire quels ont été tes coups de cœur pendant ces mandats que tu as exercés avec talent et une forme de sérénité solide. Moi, c'est un peu de cette façon que je te vois, comme un homme sage, mais déterminé. Et tes coups de cœur, peut-être avant tes coups de gueule, qu'est-ce qui n'a pas été, puisque tu as occupé les plus hautes fonctions dans ce Parlement, président de la commission du budget, président de la commission taxes qui porte sur l'évasion fiscale, très engagé dans beaucoup de dossiers d'affaires étrangères, et peut-être aussi tes espérances. Donc 3 choses. Bon, Coup de gueule, coup de cœur, espérance. alors d'abord, pour remercier ton invitation, féliciter ceux qui suivent ta newsletter, ont soutenu ton action politique. Vous aviez fait le bon choix, à la fois en encourageant Nathalie et en l'accompagnant dans tous ses trajets. Moi, ce que je voudrais dire, je suis entré au Parlement pour la première fois en 1989. Alors j'ai eu des interruptions, je suis revenu depuis il y a 20 ans. Donc c'était la guerre froide et ça s'appelait Parlement européen. Les députés étaient élus au suffrage universel, mais en réalité, ça n'avait pas les pouvoirs d'un Parlement. C'était un forum de débat qui d'ailleurs ne représentait à l'époque que les pays de l'ouest de l'Europe. Et aujourd'hui, le Parlement que nous quittons mérite son nom. C'est un lieu de pouvoir, c'est un lieu où on décide. Et ce que nos citoyens ne comprennent pas toujours, c'est que bien sûr, les projecteurs sont braqués sur les réunions des sommets, des chefs d'État et de gouvernement, où se prennent les grandes orientations. Mais aucune des décisions qu'ils prennent ne peut entrer en vigueur si elles ne sont pas approuvées article par article, ligne par ligne, par ce Parlement. Ce Parlement est un lieu de pouvoir législatif considérable qu'on ne peut comparer qu'au Congrès des États-Unis. J'ai été maire, conseiller régional, député national, membre du gouvernement et député européen, je considère qu'au député européen, j'ai pu avoir une influence sur le contenu des décisions beaucoup plus grande que dans tous mes mandats antérieurs, y compris au gouvernement français. Et ça, malheureusement, les Français ne le savent pas suffisamment. Et c'est là qu'intervient mon coup de gueule. Il est insensé qu'alors que désormais toutes les décisions importantes pour l'avenir de notre pays se prennent à Bruxelles et Strasbourg. C'est toujours le président de la République française qui prend ces orientations pour le peuple français, mais il ne les prend pas tout seul à Paris, il les prend désormais à Bruxelles avec ses partenaires, à Strasbourg avec le Parlement européen. Or, les médias n'en parlent jamais. Jamais nous ne sommes invités à un journal télévisé de 20 heures, 2 fois par semaine, et c'est très bien, les questions d'actualité, l'Assemblée nationale et du Sénat sont retransmises en direct sur les chaînes publiques. Jamais un débat au Parlement européen n'a été retransmis. Et tant qu'il y aura ce formidable déficit médiatique, il ne faudra pas s'étonner si l'Europe est mal connue et mal aimée. On est comme dans un monastère médiatique ici. Voilà, je considère C'est que nous à peu avons près, fait vœu de chasteté vœu de médiatique. chasteté médiatique. Ce qui, du point de vue politique, est très frustrant, pour notre amour-propre est frustrant, mais je dirais du point de vue démocratique est très frustrant. oui, parce et que même dangereux. la démocratie est dangereux. La démocratie, ça suppose que les électeurs sachent ce que les élus font. Et le moment venu, si nous nous représentons aux élections, que nous leur rendions des comptes en disant voilà les votes que nous avons faits et voilà naturellement ce que nous avons l'intention de faire si nous
Nous sommes réélus. Or là, nous travaillons dans l'obscurité. Alors, avec en plus ce côté pervers, c'est que comme les médias ne parlent jamais de nous, sauf quand il y a tout d'un coup une anecdote pittoresque, scandaleuse, ils ont l'impression que nous nous cachons. Or, nous ne Oui, cachons c'est le rien. comble. Cette maison est à la fois du point de vue architectural et du point de vue du mode de travail, une maison totalement transparente et totalement de verre. Mais évidemment, si les caméras sont orientées ailleurs, on ne nous voit pas et c'est très dommage. C'est peut-être un peu spécifiquement français. Moi qui suis dans une zone avec des voisins européens, la Belgique, l'Allemagne, le Luxembourg, et un non-européen, la Suisse, j'ai le sentiment que chez nos voisins européens, ce monastère médiatique que nous vivons, ici pour nous Français, n'est pas aussi un espace fermé aux médias dans les autres États membres. Mais bon, c'est un fait. Merci d'avoir bien expliqué. Coup de cœur. Alors j'ai eu 2 grands moments d'émotion au cours de ces 5 dernières années, qui ne sont pas liés à ce que nous avons voté. D'abord, après l'horrible tragédie de Charlie Hebdo. Nous étions ce jour-là à Bruxelles et spontanément, tout le monde, les députés européens de tous les pays, tous les fonctionnaires du Parlement européen, les assistants, le président du Parlement européen en tête, Martin Schulz à l'époque, s'est réuni sur le parvis du Parlement européen, c'était sous la pluie, pour se recueillir. C'est-à-dire que cette tragédie, cet attentat abominable, était ressenti par chacun de nos collègues, de nos partenaires, comme un attentat contre les siens, contre sa propre famille, et effectivement contre nos valeurs communes et tout ce que nous représentons ensemble. Et la deuxième émotion, un peu comparable, dans des circonstances moins tragiques mais très graves aussi, c'était il y a 2 jours, lorsque nous avons été bouleversés par l'incendie de Notre-Dame, et où nous avons vu, ici à Strasbourg, dans l'hémicycle, des collègues pleurer d'autres pays, des pays du Nord, des pays du Sud, des pays de l'Est, pleurer parce que Notre-Dame, c'est un symbole bien au-delà de la France, et bien entendu au-delà même du symbole religieux et spirituel, de l'identité qui nous est commune. Et donc la bonne nouvelle, c'est qu'à travers ces drames, malheureusement il faut des drames, il faut des émotions très fortes, nous voyons naître, vivre une conscience européenne commune et nous mesurons combien ici, à Strasbourg, au Parlement européen, c'est le cœur de l'Europe qui bat. Oui, merci. C'est vrai que c'était très émouvant et ça prenait au cœur chacun d'entre nous, quel que soit son territoire, quelle que soit sa langue, quelle que soit sa culture. Et une espérance, maintenant que tous les deux, je suis sûre que nous partageons sans doute une espérance au moment où nous ouvrons une nouvelle page. L'espérance, c'est que le bon sens populaire parvienne jusqu'à l'esprit de nos dirigeants. Parce que moi, ce qui me frappe, c'est que le système politique et médiatique français répète à longueur de journée que l'Europe n'est pas populaire chez les Français, que les Français ont des grèves vis-à-vis d'Europe, n'y comprennent rien, etc. Ça n'est pas vrai. Les réunions que nous organisons sur l'Europe, en dehors même des campagnes électorales, sont toujours extrêmement fréquentées, extrêmement animées. On nous pose beaucoup de questions, les Français veulent savoir. Ils ont beaucoup de bon sens. Ils ont compris que les grandes décisions de notre avenir se passent désormais au niveau européen. Ce qu'ils ne savent pas, c'est comment les décisions sont prises. Et ce qui les agace, c'est qu'ils ne voient pas comment ils peuvent peser sur ces décisions. Et ça, c'est le bon fonctionnement de la démocratie qu'il faut véritablement assurer. Et quand on interroge les Français, on fait de nombreux sondages qu'on appelle des eurobaromètres, quels sont à votre avis les problèmes qu'il faut désormais traiter au niveau européen d'abord, et pas simplement au niveau français? Très spontanément, ils disent, mais dans des proportions massives, 70-80%, la politique étrangère, la défense, la politique migratoire, la sécurité climatique. collective.
évidemment tous les grands problèmes tous les environnementaux, défis. en commençant par le changement climatique, l'entrée dans l'âge numérique, le cadre dont on a besoin pour profiter des biosciences et des biotechnologies tout en écartant les dangers. Ça, les Français tout seuls, ou tu évoquais tout à l'heure la lutte contre l'évasion fiscale des multinationales. La France toute seule ne peut rien, l'Allemagne toute seule ne peut rien. L'Europe, en réalité, elle, à son niveau, quand elle intervient, elle est efficace. Les Français le sentent, les Français s'y attendent. Il faut maintenant que nos dirigeants, à commencer par notre président de la République, il faut que le chancelier ou la chancelière allemande traduisent par leur prise de position européenne cette attente des citoyens de l'Europe. Merci beaucoup, cher Alain. Merci et bonne chance pour cette nouvelle page que tu ouvres, tout comme moi. Et j'espère qu'on continuera de croiser nos routes, puisque nous servons les mêmes valeurs humanistes, européennes et courageuses. Merci beaucoup, bonne chance. Merci Nathalie, bonne chance à toi et toutes mes amitiés à tous ceux qui te soutiennent.